Si tu lui as déjà supplié, si tu as déjà dit ces mots, la gorge serrée, les mains qui tremblent, je t'en prie, parle-moi, dis-moi ce que j'ai fait, dis-moi comment réparer. Si tu as déjà attendu sa réponse pendant des heures en relisant tes messages pour voir si tu avais mal formulé quelque chose, si tu avais dit un mot de trop ou pas assez, tu sais exactement de quoi je parle. Et tu sais aussi la honte qui vient après. Cette honte de s'être mise à genoux devant quelqu'un qui regardait ailleurs. Je vais te dire quelque chose que Jung avait compris sur ce moment précis. Ce moment de supplication n'est pas une preuve de faiblesse. Ce n'est pas la preuve que tu aimais trop ou que tu n'avais pas de limite. C'est la preuve que tu étais prise dans un mécanisme psychologique précis, documenté, que le narcissique utilise sans même toujours en avoir conscience. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ce mécanisme fonctionne. Et surtout, je vais te montrer ce qui se passe dans la tête du narcissique le jour où tu refuses de supplier. Parce que ce jour-là, quelque chose se passe en lui que tu n'imagines pas. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te révéler va probablement te mettre en colère. Pas contre toi-même, contre lui. Et cette colère-là, tu as le droit de la ressentir. Tu t'es peut-être retrouvé dans ce cycle plus d'une fois. Il se retirait, il devenait froid, distant, absent. Ses messages s'espaçaient ou s'arrêtaient complètement. Et toi, tu ne comprenais pas. Tu rejouais dans ta tête les dernières conversations. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'en veut pour une raison que je ne vois pas? Et peu à peu, l'anxiété montait. Ce silence de sa part devenait insupportable. Alors tu envoyais un message, puis un autre, puis tu appelais, puis tu t'excusais, parfois pour des choses que tu n'avais même pas faites, juste pour briser ce silence, juste pour qu'il réponde, juste pour savoir que la relation existait encore. Et voilà ce qu'il se passait de son côté pendant que tu vivais tout ça. Voilà ce que la psychologie clinique a documenté et que Jung avait pressenti dans ses travaux sur les personnalités qui ne peuvent exister qu'en se nourrissant du regard des autres. Il se nourrissait de ton anxiété. Je sais que c'est dur à entendre. Reste avec moi, parce que comprendre ce mécanisme complètement est la seule façon d'en sortir définitivement. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai accompagné des femmes intelligentes, des femmes fortes, des femmes qui, dans n'importe quel autre contexte, auraient su poser des limites immédiatement. Et pourtant, elles se retrouvaient à supplier. Elles se retrouvaient à écrire des messages à 3 heures du matin, à guetter les 2 petites coches bleues, à analyser chaque silence comme un texte codé dont elles devaient trouver la clé. Et ce que j'ai compris en les écoutant, c'est que ce n'était pas de la faiblesse. C'était le résultat d'un conditionnement méthodique. Laisse-moi te parler d'Isabelle. 45 ans, professeur, 2 enfants. Isabelle est venue me voir après avoir passé 7 ans avec un homme que tous ses amis adoraient. Drôle, attentionné en public, apparemment généreux. En privé, Isabelle vivait dans une incertitude permanente. Il pouvait être chaleureux et attentif pendant plusieurs jours, puis se refermer complètement sans explication. Un regard froid là où il y avait eu de la tendresse. Des réponses monosyllabiques là où il y avait eu des conversations profondes. Et Isabelle, comme la plupart des femmes dans cette situation, passait son temps à essayer de comprendre ce qu'elle avait fait pour provoquer ce changement. Je passais mes soirées à rejouer nos conversations dans ma tête, m'a-t-elle dit lors de notre première séance. Je cherchais l'erreur. La phrase de trop, le ton inapproprié, l'oubli impardonnable. Et quand je ne trouvais rien, je l'appelais pour m'excuser quand même. Parce que son silence était tellement douloureux que j'aurais dit n'importe quoi pour qu'il reprenne la parole. Retiens bien ce qu'Isabelle décrit, parce que c'est exactement ce que le narcissique cherche à produire chez toi. Jung n'utilisait pas le terme « supply narcissique », mais il avait identifié quelque chose de fondamental sur les personnalités qui ne peuvent exister qu'en se voyant à travers le regard des autres. Il parlait de personnalités dont le soi est creux, dont l'identité est fondamentalement instable et qui ont besoin d'une validation extérieure constante pour maintenir le sentiment d'exister.
Le narcissique ne peut pas se valider lui-même. Pas vraiment. Il a besoin que tu le regardes d'une façon précise, que tu le confirmes, que ton comportement lui renvoie une image de lui-même qui le rassure sur sa valeur. Et voilà ce qui est crucial à comprendre. La supplication est pour lui la forme de validation la plus pure qui soit. Quand tu supplies, tu lui dis, avec chaque message, avec chaque appel, avec chaque excuse, « Tu es si important pour moi que je suis prête à m'humilier pour maintenir le lien. » Tu lui dis, « J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. » Tu lui dis, « Tu as le pouvoir dans cette relation. » Et cette confirmation de son pouvoir sur toi, c'est exactement ce qu'il cherchait depuis le début. Du calme, parce que la révélation qui arrive maintenant va changer complètement ta lecture de cette relation. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur le cycle du retrait silencieux chez le narcissique, ce qu'on appelle le silent treatment. Cette punition par le silence, ce n'est pas de la colère froide, ce n'est pas l'expression d'une blessure profonde qu'il ne sait pas verbaliser. Pour certains narcissiques, particulièrement ceux qui ont développé une sensibilité fine aux dynamiques relationnelles, le silent treatment est un outil délibéré. Pas toujours conscient, c'est important de le préciser, mais délibéré au sens où il produit systématiquement le résultat souhaité, ta supplication. Il se retire, tu supplies. Il revient, légèrement réchauffé, juste assez pour te laisser respirer. Et quelque chose en toi, quelque part, est soulagé. Tu l'as retrouvé. La relation continue. Et toi, tu as appris quelque chose que ton cerveau a enregistré comme une vérité. Pour le garder, il faut supplier. Pour maintenir la relation, il faut être celle qui cède, celle qui s'humilie, celle qui dit pardon, même sans raison. Ce conditionnement, Jung l'aurait lu comme l'exploitation de ce qu'il appelait le complexe d'infériorité, cette partie de l'inconscient qui porte les blessures d'abandon, de rejet, d'indignité, reçues parfois dès l'enfance. Le narcissique ne connaît pas nécessairement tes blessures d'enfance, mais il détecte instinctivement que cette partie de toi existe, et il l'active. Il faut que je te parle de quelque chose de précis qui se passe dans ton cerveau pendant ce cycle, parce que le comprendre t'aidera à ne plus jamais le juger comme de la faiblesse. Quand le narcissique se retire et que l'anxiété monte en toi, ton cerveau entre dans un état que les neurosciences appellent l'activation du système de menace d'attachement. C'est le même mécanisme neurologique qui s'activait quand tu étais enfant et qu'un parent ou une figure d'attachement devenait soudainement indisponible. Ton cerveau interprète le silence de l'autre comme une menace existentielle, une menace pour ton appartenance, pour ta sécurité affective, et il cherche à neutraliser cette menace aussi vite que possible. La supplication, c'est la réponse instinctive de ton cerveau à cette menace. Ce n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas une décision que tu prends. C'est une réaction de survie, ancrée dans des années, parfois dans toute une vie, de patterns relationnels. Et voilà ce que le narcissique a compris, souvent sans jamais l'avoir formulé de cette façon. S'il produit régulièrement cette activation de ton système d'attachement, s'il crée ces états d'anxiété suivis de soulagement lorsqu'il revient, il crée en toi quelque chose qui ressemble biologiquement à de la dépendance. Les mêmes mécanismes neurochimiques qui s'activent dans la dépendance aux substances s'activent dans ce type de relation. L'alternance de tension et de soulagement, d'absence et de présence crée une empreinte neurologique puissante. Et cette empreinte explique pourquoi des femmes intelligentes, lucides, qui voient parfaitement bien ce qui se passe, continuent quand même à supplier. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la neurobiologie. Isabelle me l'a dit avec une précision qui m'a frappé. Je savais intellectuellement que ce que je faisais était humiliant. Une partie de moi observait l'autre partie en train de taper des messages et pensait « Arrête, arrête, tu vas le regretter ». Mais je ne pouvais pas m'arrêter, c'était plus fort que ma volonté consciente. C'est exactement ça. Et comprendre ce mécanisme ne te donne pas forcément la capacité de t'en extraire immédiatement. Mais ça te donne quelque chose d'essentiel, la possibilité de te regarder sans te juger.
de voir que ce que tu faisais n'était pas une preuve de faiblesse ou de manque de dignité. C'était la réponse d'un système neurologique suractivé par un conditionnement délibéré. Souviens-toi de ça, parce que je vais revenir sur ce point dans quelques instants et ça va tout illuminer. Isabelle m'a décrit quelque chose que j'ai entendu de nombreuses autres femmes dans des formes différentes. Elle m'a dit « Après 7 ans, j'avais tellement intégré ce schéma que je suppliais parfois avant même qu'il se retire. J'anticipais son silence. Je me précipitais à m'excuser de choses qui n'avaient pas encore été un problème, juste pour éviter la punition. Je ne savais plus qui j'étais en dehors de cette gestion permanente de son humeur. C'est ce stade-là qui représente le niveau de conditionnement le plus profond, quand tu commences à supplier préventivement. Quand tu ne te souviens plus comment être toi-même sans passer par le filtre de ces réactions possibles. Et c'est maintenant que l'ombre de Jung entre dans l'analyse. Parce que voilà quelque chose que peu de gens osent dire sur le narcissique. La vérité est exactement l'inverse de ce qu'il veut que tu crois. Il veut que tu crois qu'il n'a pas besoin de toi, que ton départ serait un non-événement pour lui, que toute cette dynamique dans laquelle tu te bats pour garder sa présence reflète ton problème à toi, ton attachement excessif, ta dépendance. Mais voilà ce que Jung a révélé sur la structure profonde de la personnalité narcissique. Le narcissique est la personne qui a le plus besoin de toi dans cette relation, pas toi. Jung parlait de l'ombre comme des parties du soi qu'une personne nie et projette sur les autres. Pour le narcissique, l'une des ombres les plus profondes est précisément son propre besoin. Son besoin de validation, son besoin d'attention, son besoin d'être vu et confirmé. Ces besoins sont si intolérables pour lui, si contradictoires avec l'image qu'il a de lui-même, qu'il les nie totalement. Et il les projette sur toi. Il fait de toi la dépendante, la trop émotionnelle, celle qui a besoin de lui. Pendant que lui, il maintient l'illusion d'un détachement souverain. Mais regarde ce qui se passe quand tu supplies. Observe vraiment ce qui se passe. Il revient toujours, pas immédiatement, pas trop vite, il faut gérer les apparences. Mais il revient, parce que sans ta supplication, sans cette confirmation de son pouvoir, quelque chose en lui commence à s'effondrer silencieusement. Et je veux qu'on s'arrête là un moment. Parce qu'il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre sur cette projection jungienne avant d'aller plus loin. Quand le narcissique te dit, directement ou indirectement, que tu es trop dépendante, que tu t'accroches trop, que tu as besoin d'attention de façon malsaine, il ne décrit pas ta réalité psychologique, il décrit la sienne. C'est le mécanisme de projection que Jung avait identifié avec une précision remarquable. Nous projetons sur les autres les parties de nous-mêmes que nous ne pouvons pas intégrer, que nous trouvons inacceptables ou dangereuses à reconnaître comme nôtres. Le narcissique ne peut pas reconnaître son besoin de validation. Ce besoin est tellement en contradiction avec l'image qu'il se fait de lui-même, l'image de quelqu'un d'autonome, de supérieur, de détaché, que le reconnaître serait une menace pour son identité entière. Alors, il le projette, il te le colle dessus, il fait de toi la collante, la dépendante, la trop émotionnelle. Et toi, tu l'as cru, parce que tu es une empathe, parce que tu as une capacité naturelle à te remettre en question. Et parce qu'à force d'entendre quelque chose, on finit par le croire. Mais pense à ce que tu observes réellement dans son comportement. Si tu regardes ses actes plutôt que ses mots, qui est-ce qui a le plus besoin de l'autre dans cette relation? Qui initie les cycles? Qui revient après le silence? Qui cherche à rétablir le contact quand tu commences vraiment à t'éloigner? La réponse est souvent plus révélatrice que n'importe quelle conversation que tu aurais pu avoir avec lui. Et maintenant vient la partie que tu attendais, ce qui se passe quand tu refuses. Le jour où Isabelle a décidé de ne plus supplier, ce n'était pas un grand geste dramatique. Ce n'était pas une confrontation planifiée. C'était simplement un soir où il s'est retiré comme d'habitude, et elle avait tellement épuisé toute sa capacité de supplication qu'elle n'avait plus rien à donner. Elle n'a pas envoyé de message, elle n'a pas appelé. Elle s'est couchée, épuisée, et elle a dormi. Le lendemain, rien. Le surlendemain, rien de sa part non plus.
et quelque chose d'inattendu a commencé à se passer en elle. Pas du soulagement tout de suite. D'abord, l'anxiété habituelle, la tentation de céder, la voix qui disait « Peut-être que c'est vraiment ta faute, peut-être que tu devrais juste lui écrire un mot ». Mais elle a tenu, et le troisième jour, il a envoyé un message, pas d'excuse, pas de reconnaissance, juste un message banal, comme si rien ne s'était passé. Et puis, une semaine après, quelque chose que 7 ans de relation ne l'avait jamais amené à faire. Il lui a demandé si tout allait bien, si elle était en colère contre lui, si quelque chose n'allait pas. Ce qu'Isabelle a vu pour la première fois de façon absolument claire, c'est que lui aussi avait besoin de ce cycle, que sans sa supplication, sans ce signal qu'elle était là, présente, désespérée de maintenir le lien, il ne savait pas quoi faire, que son détachement apparent était une performance, et que derrière cette performance, il y avait quelqu'un qui avait tout autant besoin de la relation que ce qu'il l'accusait, elle, d'avoir. C'est le désespoir du narcissique que personne ne voit. Pas le désespoir spectaculaire, pas les larmes ou les appels frénétiques, du moins pas au début. Le désespoir silencieux de quelqu'un dont la source de validation principale vient de s'assécher. Le désespoir de quelqu'un dont la performance de détachement n'a plus d'audience. Parce que c'est ça le silence du narcissique quand tu refuses de supplier, une performance sans spectateur. Et une performance sans spectateur n'a aucun sens. Ce désespoir, il se manifeste souvent de façon que tu ne reconnaîtrais pas immédiatement comme du désespoir. Il peut revenir avec une excuse banale, comme si rien ne s'était passé, parce qu'il espère que tu vas reprendre ton rôle habituel, sans qu'on en parle. Il peut devenir soudainement très présent, très attentif, presque comme au début de la relation, ce qu'on appelle le hoovering, cette tentative de te réaspirer vers lui. Il peut parler à tes proches, chercher des informations sur toi par d'autres voies. Il peut même, dans les cas les plus extrêmes, commencer à te faire des reproches pour ton silence actuel, alors que c'est lui qui avait initié le retrait. L'ironie de cette inversion est souvent stupéfiante pour les femmes qui la vivent pour la première fois. Celui qui punissait par le silence commence à se plaindre de ton silence. Isabelle a vécu exactement cette inversion. 3 semaines après avoir cessé de supplier, il lui a envoyé un message long dans lequel il lui reprochait de se venger, de jouer à des jeux, de ne pas être mature dans la gestion du conflit. Elle m'a appelé en riant, d'un rire qui était aussi un peu des pleurs, en me lisant le message. « Il me reproche de ne pas communiquer », m'a-t-elle dit. Lui qui m'a ignoré pendant des jours sans explication. Il me reproche de ne pas communiquer. C'est ce moment-là, ce moment de lucidité absolue, où le mécanisme se révèle dans toute sa clarté, où tu vois pour la première fois peut-être qui a vraiment besoin de qui dans cette relation. Et ce que tu vois change quelque chose en toi de façon permanente. Retiens ce que tu viens de comprendre, parce que la suite va t'expliquer exactement quoi faire maintenant avec cette connaissance. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Cette conviction que mon rôle dans la relation était de chercher, de demander, de supplier de l'attention et de la présence. Que c'était normal, que c'était le prix de l'amour. Il m'a fallu du temps pour comprendre que dans une relation saine, personne ne supplie, que la présence de l'autre ne se négocie pas dans la douleur, et que si tu dois supplier quelqu'un de rester, il est déjà parti depuis longtemps, au sens psychologique du terme. Jung l'a identifié il y a presque un siècle et c'est toujours vrai. Quand tu cesses de jouer le rôle que l'autre t'a assigné, la dynamique entière s'effondre. Et cette dynamique-là, pour le narcissique, c'est sa source de vie. Tu viens de comprendre le mécanisme complet du cycle supplication-retrait que le narcissique entretient. Tu as vu à travers l'ombre de Jung comment son détachement est en réalité une projection de son propre besoin sur toi. Et tu as vu ce qui se passe quand le cycle est interrompu. Non pas l'indifférence qu'il simule, mais le désespoir réel d'un système qui a perdu sa source d'énergie. Ces vérités méritent d'être entendues par toutes les femmes qui croient encore que c'est elles le problème.
Le super thanks là en bas, c'est ton geste pour que d'autres femmes puissent entendre cette révélation. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités. Et ensemble, nous brisons le cycle du narcissisme. Et maintenant, voilà ce que je veux que tu fasses. Concrètement, aujourd'hui, fais ceci maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prête, maintenant. La première chose que je te demande, c'est de prendre ton téléphone et de regarder les messages que tu lui as envoyés pendant les périodes de silence. Pas pour souffrir, pas pour te juger, pour voir quelque chose de précis. Compte le nombre de messages que tu as envoyés sans recevoir de réponse. Regarde les excuses que tu t'es inventées pour justifier ces silences. Regarde les formulations que tu as utilisées, les façons dont tu t'es minimisé, dont tu t'es excusé, dont tu as priorisé sa paix émotionnelle sur la tienne. Regarde ce document de ta propre souffrance avec les yeux d'une psychologue, pas avec les yeux de celle qui a honte. Et maintenant, dis-toi quelque chose d'important. Cette femme qui a écrit ces messages méritait mieux. Elle méritait quelqu'un qui répond, quelqu'un dont la présence ne se négocie pas dans l'humiliation. Cette femme, c'est toi. Et cette version de toi qui suppliait ne le fera plus jamais, parce qu'elle comprend maintenant le mécanisme derrière le silence. La deuxième chose que je te demande, et c'est peut-être la plus difficile, choisis une situation dans ta vie actuelle où tu es tenté de supplier quelqu'un de rester, de répondre, de te voir. Ça n'a pas besoin d'être lui. Ça peut être n'importe qui dans ta vie actuelle qui utilise sa présence ou son absence comme un levier sur toi. Et cette fois, ne le fais pas. Ne supplie pas. Observe ce que tu ressens à la place. L'anxiété va monter. C'est normal. C'est le conditionnement qui se réveille. Mais derrière cette anxiété, si tu restes, tu vas trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemble à de la dignité, à de la solidité, à une version de toi qui choisit d'être là par force, pas par peur. La troisième chose que je te demande, c'est de garder quelque chose à l'esprit chaque fois que la tentation de supplier revient. Chaque message que tu n'envoies pas est une information. C'est l'information que tu es capable de supporter ton propre inconfort, que tu n'as pas besoin de sa validation pour confirmer ton existence. Et chaque fois que tu choisis de ne pas supplier, tu reprends un fragment de ce pouvoir que tu lui avais cédé sans t'en rendre compte. Il y a une dernière chose que je veux que tu gardes de cette vidéo. Le refus de supplier n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas une stratégie de manipulation pour le récupérer. C'est la reconnaissance de ta propre valeur. C'est dire, silencieusement mais clairement, je mérite quelqu'un dont la présence ne se négocie pas dans la douleur. Je mérite quelqu'un qui reste par choix, pas parce que je l'ai supplié de rester. Et si cette personne ne peut pas rester sans que je supplie, alors sa présence n'est pas quelque chose qui te protège, c'est quelque chose qui te diminue. Jung disait que ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. La supplication était une façon de nier ta propre valeur, de dire implicitement que tu valais moins que lui, que tu devais te battre pour mériter sa présence. Quand tu arrêtes de supplier, tu cesses de nier ta valeur. Et dans ce refus simple, dans ce silence de ta part qui répond à son silence, quelque chose se transforme. Pas en lui, peut-être pas immédiatement, mais en toi. Et c'est là que tout commence. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu reconnais ce cycle ? Est-ce que tu t'es déjà surprise à supplier quelqu'un qui ne méritait pas ta supplication ? Quel a été le moment où tu as enfin décidé de ne plus le faire? Écris ici, avec les détails que tu veux. Ta réponse peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui pour faire ce même choix.